Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Confusion à l'Elysée après le soutien de Valérie Trierweiler au candidat dissident qui s'oppose à Ségolène Royal. Un tweet qui met le feu au PS. La droite ironise sur un vaudeville. Le président Hollande, préoccupé par ailleurs par la panne de croissance, elle ne naîtra pas de dépenses supplémentaires, dit-il devant le Conseil économique et social au moment où des doutes naissent sur le recul du déficit. Le harcèlement sexuel sera sanctionné par des peines graduées, plus sévères, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Le texte du gouvernement sera présenté demain au Conseil des ministres et débattu début juillet au Sénat. Et nous en parlerons tout à l'heure avec Alain Anziani, sénateur PS de la Gironde, auteur lui-même d'une proposition de loi sur le sujet. Avec lui également Thalia Breton d'Oser le féminisme. Autre invité, Raphaël Baquet. Il sera question de DSK, les Strauss-Kahn, qui vient de paraître chez Albin Michel. En moins de 140 signes, donc, la compagne du chef de l'État a torpillé aujourd'hui l'opération Sauvons le soldat royal. Un tweet signé Valérie Trierweiler salue le courage du dissident Olivier Falorni qui a décidé de se maintenir à La Rochelle contre Ségolène Royal. Stupeur au moment où cette dernière recevait le soutien par écrit de François Hollande. On regarde cela tout de suite. 11h56, un tweet s'affiche sur le compte de Valérie Trierweiler. Courage à Olivier Falorni qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des Rochelais depuis tant d'années dans un engagement désintéressé. Dérapage ou piratage? La blogosphère s'interroge alors sur l'authenticité du message. Une demi-heure plus tard, la journaliste confirme à l'AFP ses encouragements à l'opposant de l'ex-femme de François Hollande. Contre toute attente, Valérie Trierweiler a bel et bien choisi de s'immiscer dans la campagne législative. Certains diront qu'elle avait prévenu. Le 28 avril dernier, dans une interview accordée à Femme Actuelle, on pouvait lire « François me fait totalement confiance, sauf sur mes tweets. Certains aimeraient que je réagisse moins sur ce réseau social, mais tout le monde respecte ma liberté, j'ai du caractère, on ne peut pas me brider. » C'est en effet confirmé. Le chef de l'État avait pourtant apporté hier son soutien officiel à Ségolène Royal, un soutien affiché ce matin même dans sa profession de foi. Après avoir promis de rester neutre, la Première Dame rentre avec fracas dans le débat politique, au risque peut-être d'une crise politico-conjugale. C'est le rebondissement donc politico-conjugal, comme le dit Julie Hulin, qui mêle vie politique et vie publique, a provoqué un choc, on l'imagine, à La Rochelle, où justement aujourd'hui, Martine Aubry et Cécile Duflot s'étaient rendues pour louer les qualités de Ségolène Royal. Reportage sur place, Mounir Soussi et Antoine Boyer. Ségolène Royal tout sourire sous le soleil de La Rochelle. À cet instant, elle ne se doute pas qu'un message va venir bouleverser sa campagne. Le tweet de soutien de Valérie Trierweiler à Olivier Falorni éclipse tout le reste. Un coup dur à 5 jours du second tour des élections législatives. Quelques heures avant la tempête, à sa sortie de la préfecture où elle a déposé sa candidature, Ségolène Royal revenait sur ses difficultés des dernières semaines. C'est toujours difficile, les divisions et les conflits internes. C'est difficile humainement. C'est pénible sur tous les plans, mais écoutez, moi je suis là pour me battre, j'ai du courage. L'ancienne candidate à la présidentielle refuse de commenter cette sortie médiatique de la Première Dame qui fait au moins 1 € sur place. Olivier Falorni, candidat dissident exclu du PS, apprécie le geste. C'est un beau message de soutien personnel et amical. J'y suis évidemment très sensible. Pourtant, la journée avait si bien commencé pour Ségolène Royal. Martine Aubry et Cécile Duflot avaient fait le déplacement pour venir la soutenir. Et la première secrétaire du PS apprécie modérément qu'un simple message de la compagne de François Hollande fasse de l'ombre à sa visite. Et moi, je suis une femme politique. Ségolène Royal est une femme politique, Cécile Duflot aussi. La seule chose qui m'importe à un moment où on rassemble les Français qui veulent le changement, c'est la position des hommes et des femmes politiques comme François Hollande. François Hollande soutient Ségolène Royal, c'est l'essentiel. Une manière de dire à chacun de rester à sa place, mais la polémique enfle d'heure en heure. Et la réaction il y a quelques instants sur Public Sénat de Delphine Batho, très proche de Ségolène Royal. La ministre déléguée à la justice était l'invitée de Preuve par 3 à 18h. Valérie Trierweiler est une femme indépendante, donc sa parole n'est pas celle d'une responsable politique. Elle n'engage ni le président de la République, ni le gouvernement, ni le Parti socialiste. Elle a émis une opinion personnelle qui n'est ni la mienne,
ni celle du gouvernement. Voilà, Delphine Batho qui, dès dimanche dernier, a été réélue dans la circonscription des Deux-Sèvres que lui avait justement légué Ségolène Royal. Autre réaction, le socialiste Jean-Louis Bianco, proche également de Ségolène Royal. On a élu François Hollande, pas Valérie Trierweiler. De quoi se mêle-t-elle, demande-t-il. Pour l'UMP, Roger Carucci, est-ce du vaudeville ou du théâtre de boulevard? Drôle de dame, non. La série américaine semble largement surclassée, déclare ce soir le sénateur UMP. Les autres embarras du second tour semblent de moindre portée, mais ils impliquent le Front National. Le sénateur UMP Jean-René Lecerf prend ses distances avec le ni-ni prôné par son parti, ni Front National ni gauche. Pour l'élu du Nord, cette posture risque de conduire à une banalisation de l'extrême droite, une opinion exprimée par le sénateur sur publicsénat.fr, alors que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault estime, lui, que l'UMP prépare une alliance stratégique avec l'extrême droite. On voit les points chauds du second tour avec Elisa Berthelomé. Dans le Gard, le candidat UMP Étienne Mouru a finalement décidé de se maintenir. Il hésitait à se désister au profit du frontiste Gilbert Collard, qui du coup voit ses chances d'élection s'amoindrir. Dans les Bouches-du-Rhône, en revanche, le retrait de l'UMP Roland Chassin pour battre le socialiste Michel Vauzel redonne du souffle à la candidate FN. Mais officiellement, le candidat UMP refuse d'appeler au vote frontiste. Je ne suis pas appelé à voter FN, vous le savez. Je donne le choix à chacun de voter son âme et conscience. C'est très simple. Voilà, c'est pas du tout FN. C'est certain que dans mon programme, ce que je viens de vous évoquer est très proche du FN. Mais je n'ai jamais appelé à voter FN, je n'appellerai pas à voter FN, je ne suis pas Front National. À gauche, et malgré les consignes de Martine Aubry, Catherine Arkilovitch se maintient dans la 3e circonscription du Vaucluse. Pas de front républicain donc, la candidate affrontera Marion Maréchal-Le Pen et l'UMP Jean-Michel Ferrand. Même chose dans l'Aisne, le socialiste Fawaz Karimette se maintient, provoquant une triangulaire. Il sera opposé à l'UMP Aude-Bonneau et au divers gauche René Dosière, désormais officiellement soutenu par le PS. À gauche, la surprise vient de Patrick Braouzek, député Front de gauche sortant en Seine-Saint-Denis. Alors qu'un accord de désistement a été conclu au niveau départemental, il a décidé de se maintenir. Il affrontera donc le socialiste Mathieu Hanotin. S'agit-il d'une inflexion ou de propos rassurants à l'heure où la France pourrait avoir du mal à réduire ses déficits dans les proportions annoncées? François Hollande a fait une nette mise au point aujourd'hui sur l'excès de dépenses publiques. On écoute le chef de l'État. Nous avons besoin de croissance. Elle doit être notre préoccupation, notre engagement. La croissance, elle ne naîtra pas non plus de dépenses publiques supplémentaires, au moment où les États connaissent un endettement élevé. Alors elle peut surgir d'une volonté commune, celle que l'Europe peut affirmer, de mettre en place des instruments nouveaux. Voilà, donc la croissance ne repose pas sur un excès de dépenses publiques supplémentaires, a déclaré le chef de l'État, propos qui relèvent de l'heureuse lucidité pour Philippe Marini, mais le président UMP de la Commission des Finances, qui était notre invité tout à l'heure à 18h, estime que le gouvernement dissimule 30 milliards d'euros d'efforts supplémentaires. En tout cas, François Hollande a prononcé ce discours devant le Conseil économique, social et environnemental. Il souhaite, a-t-il dit, renforcer cette institution souvent décriée, inaudible, et décriée notamment en raison du profil de ses membres, dont la nomination reste un sujet à chaque fois de controverse. Mathilde Bélanger. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. En acceptant l'invitation du Conseil économique, social et environnemental, François Hollande montre sa volonté de réhabiliter une institution un peu délaissée. Une institution qui symbolise selon lui le dialogue social qui lui est cher. La venue du président correspond à une nouvelle présidence, la volonté du président d'être plus à l'écoute, de créer un dialogue permanent. Et c'est une marque de reconnaissance pour une institution qui peut lui offrir cette capacité de dégager des consensus. Mais ces dernières années, le Conseil a fait l'objet de nombreuses critiques. Une institution qui ne sert à rien et qui coûte trop cher selon ses détracteurs. Elle serait aussi un refuge ou un lot de consolation pour certaines personnalités politiques. En 2010, par exemple, la nomination par l'exécutif de Raymond Soubi, ancien conseiller de l'Élysée, avait fait polémique. Surtout, le Conseil économique et social est rarement saisi par le gouvernement, une douzaine de fois seulement depuis 2010. Et ce qu'a dit le Premier ministre est vrai. Il n'est pas assez sollicité par le gouvernement. Il peut d'ailleurs, depuis la révision de la loi de l'année dernière, il peut aussi être saisi par les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat.
Le Conseil a subi plusieurs modifications ces dernières années en intégrant les questions environnementales et en accordant une plus grande place à la jeunesse. Son président Jean-Paul Delevoye s'est donné 5 ans pour prouver l'utilité de l'institution. Il a désormais le soutien du président de la République. Premier invité du 19h, Raphaël Baquet, bonsoir. Journaliste au Monde et qui publie avec Ariane Chemin-Lé Strauss-Kahn un récit de mœurs passionnant, mœurs politiques comme personnelles, évidemment. On va en parler, mais d'abord, Raphaël, j'aimerais vous entendre sur ce qu'on appelle sur Twitter aujourd'hui le Trierweiler Gate, l'incroyable prise de position de la campagne de François Hollande en contradiction avec ce dernier, donc au sujet de Ségolène Royal. C'est une tempête politique qu'on n'avait pas vu venir, évidemment. À vrai dire, c'est entre les deux femmes un conflit, une rivalité qui existe depuis déjà 2005, mais qui a toujours eu, qui est d'abord sentimentale, mais qui a toujours eu des répercussions politiques. Et on l'a bien vu d'abord en 2007, lors de la candidature de Ségolène Royal. Et puis ce conflit ne s'est jamais apaisé. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est à la fois l'un des sujets tabous de l'Élysée et un des sujets les plus délicats pour François Hollande, car d'une certaine façon, ça heurte sa crédibilité, son autorité, et effectivement, ça risque d'être l'espèce de chronique de vaudeville du quinquennat. Oui, et là, parce que là, on est face à une crise politico-conjugale, en quelque sorte. Et déjà, l'UMP, évidemment, parle de vaudeville, de Fédot, etc. Est-ce qu'elle a quand même, notre consoeur, franchi une ligne blanche aujourd'hui, au nom d'une liberté qu'elle entend s'accorder ? Déjà, elle était hésitante entre le rôle de journaliste et de première dame. Une journaliste, à vrai dire, ne doit pas soutenir, par exemple, un candidat aux législatives. Donc elle le fait. On sent qu'elle ne sait pas trouver sa place. Et évidemment, le simple fait qu'elle prenne position contre Ségolène Royal, contre l'ex-compagne de son actuel compagnon, évidemment, rend les choses à la fois ridicules, suspectes et indélicates. Et tout cela, vous l'avez dit, sur fond de jalousie donc entre anciennes compagnes. Il va falloir que François Hollande dise les choses clairement à un moment, peut-être à l'une et à l'autre, je ne sais pas, et qu'il tranche ou qu'il soit plus clair. En tout cas, il faut éviter que ce genre d'incident prenne le dessus sur les problèmes politiques plus importants qui sont un enjeu quand même majeur pour le président. Les Strauss-Kahn, donc ce livre qui vient de sortir chez Albin Michel, dont on parle beaucoup, un titre sobre. C'est un récit palpitant d'une ascension, d'une chute, bien sûr, et puis entre les deux, ce qui frappe et ce qu'on retient, Raphaël Baquet, c'est l'habileté longtemps d'un homme à déjouer tous les pièges. Oui, ce qu'on voit, ce qu'on a voulu faire, c'est une espèce d'étude de mœurs d'un homme, d'un couple, d'un partenariat, qui effectivement vont monter jusqu'au seuil du pouvoir et au seuil de l'élection présidentielle en cachant, d'une certaine façon, une des failles majeures, celle de Dominique Strauss-Kahn, grâce notamment aux courtisans qui les entourent et à une agence de communication qui les aide et qui les protège. Votre consoeur parle plutôt d'une agence de lobbying. Une agence de lobbying, tout à fait. Et donc tout ça, est-ce que tout cela a volé en éclats à son arrivée à Washington, où peut-être il a été moins protégé, paradoxalement, comme directeur général du FMI, malgré les règles draconiennes que l'on connaît pour ce genre de poste? Oui, à vrai dire, ce qui est étonnant, c'est que Dominique Strauss-Kahn ne s'est jamais vraiment caché. Il a toujours tutoyé les marges, au fond, tenté le danger, aimé la transgression, et pour lui, on voit bien que le danger va avec le pouvoir. À Washington, effectivement, il est dans un milieu plus compliqué, où ses conseillers sont moins présents, et il est plus fragile, plus vulnérable. Mais enfin, ça a tenu. Il a fallu qu'il pousse quand même le bouchon très loin. Pour perdre vraiment son autocontrôle, en quelque sorte. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne vous livrez pas à de la psychologie, bien sûr. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, en ce qui concerne la présidentielle, il est resté très ambivalent jusqu'au bout, et qu'au fond, cette ambition a été fabriquée par d'autres. Vous voulez dire que c'est un acte manqué de sa part? Il est arrivé au seuil de la présidentielle sans le vouloir vraiment, et peut-être effectivement cette volonté de continuer à mener sa sexualité, sa vie privée, sans aucune des contraintes et aucune des disciplines que suppose la présidentielle, c'était une façon de dire qu'il ne voulait pas vraiment y aller. Alors vous dites que les conseillers en communication ont fait leur job, ils l'ont protégé à plusieurs reprises. Vous racontez toutes les histoires, on part de la MNEF, on arrive à l'histoire au FMI même, avec Pirosh Kanadji. Et les politiques qui entouraient DSK et qui étaient au courant, évidemment, parce qu'ils ne se cachaient pas vraiment, puis bon, toutes les femmes autour de lui étaient au courant, vous le racontez. Est-ce qu'ils ont une part de responsabilité, les politiques ? Oui, à vrai dire, chacun avait un morceau du puzzle. Et c'est ce que nous avons voulu reconstituer. Car
chacun savait un bout. Est-ce qu'il est dragueur ou est-ce que vraiment c'est beaucoup plus important que ça? Est-ce qu'il fréquente des gens infréquentables? Est-ce qu'il est devenu vulnérable? Et ça, seul le tout petit cercle savait cela. Le vrai problème n'est pas qu'il ait une sexualité libre, évidemment. C'est qu'il soit assez vite à la merci de gens qui pouvaient avoir un intérêt à le surveiller, à lui organiser ses soirées et éventuellement à le faire chanter. C'est cela qui est incompatible avec la présidentielle. Est-ce que Anne Sinclair faisait partie de ce petit cercle intime qui savait? Elle savait en partie, puisqu'il y a beaucoup de scandales qui ont éclaté publiquement et que chaque fois, elle l'a soutenu. Donc, effectivement, elle a sa part de responsabilité en ce sens qu'elle n'a jamais voulu qu'il soit, lui, mis en accusation. Elle n'a jamais voulu l'avertir du danger que constitue une présidentielle qui est comme un scanner, une radiographie terrible sur chaque personnalité. Alors, on se demande, bien sûr, vous n'apportez pas la réponse à cette question, pourquoi elle est restée avec lui? Pourquoi elle est restée derrière lui? Est-ce qu'il y a eu un jeu de rôle, je ne sais pas, ou une force intime qui les a liés dans l'épreuve? Mais j'ai lu quand même dans le livre, à un moment, une fille de DSK qui dit, après l'affaire Nadji, justement, Anne, elle a déjà beaucoup donné. Oui, elle a beaucoup donné. Ce qui frappe, c'est la répétition, au fond. À chaque scandale, elle est toujours là et il y a le même jeu de scène qui rentre. Vraiment, on voit Dominique Strauss-Kahn qui fait des excuses publiques, qui s'excuse auprès de sa femme, elle est à côté de lui, ils repartent bras dessus, et d'une certaine façon, tout ça a été fabriqué. Elle lui offre son soutien, sa caution morale, et parfois même les communiqués qu'elle donne, comme celui qu'on a vu, Nous nous aimons comme au premier jour après l'affaire Nadji, est rédigé par les communicants. Voilà, on en apprend beaucoup donc sur les mœurs d'un homme, il y a encore des choses à apprendre, et puis sur les mœurs politiques en France. Raphaël Baquet, merci. Donc ce livre, Les Strauss-Kahn, chez Albin Michel. Sans transition, on parle du harcèlement sexuel, puisque le texte du gouvernement sera donc présenté au gouvernement demain, et il prévoit une gradation et une aggravation des peines. Sophie Normand. Constitue un harcèlement sexuel le fait d'imposer à une personne tout acte à connotation sexuelle portant atteinte à sa dignité ou créant un environnement intimidant, hostile ou offensant. Voici la nouvelle définition du harcèlement sexuel telle qu'on devrait la retrouver demain dans le projet de loi présenté au Conseil des ministres. Un texte qui s'ajoute aux 7 propositions de loi déposées par des sénateurs de tous bords. L'ensemble doit désormais être examiné par la Commission des lois du Sénat. Le texte qui sera adopté par la Commission ne sera sans doute ni le texte du projet de loi, ni le texte de l'une des 7 propositions de loi, mais traduira nos travaux. Principale différence avec le texte abrogé par le Conseil constitutionnel, celui-ci prévoit 2 formes de harcèlement. Le harcèlement répétitif le plus fréquent, blague raveleuse d'un collègue, ambiance de travail misogyne ou tout autre acte à connotation sexuelle. À la victime de fournir des preuves, le harceleur, lui, risquera 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Deuxième forme de harcèlement, le harceleur veut clairement obtenir une relation sexuelle par toute forme de pression grave. Il encourra alors 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Le texte prévoit des circonstances aggravantes si le harceleur est un supérieur hiérarchique ou abuse de son autorité. La peine pourra alors grimper à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Depuis plusieurs semaines au Sénat, un groupe de travail de toutes les sensibilités politiques réalise de nombreuses auditions. Il est parvenu à trouver un certain nombre de consensus sans incidence sur le projet de loi. Avec nous, donc, Alain Anziani, bonsoir, sénateur PS de la Gironde, et vous êtes l'auteur vous-même d'une proposition de loi sur le harcèlement sexuel. Il y en a eu 7 au total, donc le gouvernement, on l'imagine, va en tenir compte début juillet. Et puis avec nous également Thalia Breton, bonsoir, du mouvement Oser le féminisme. Alors il y a donc, je le disais, beaucoup de textes d'initiatives parlementaires. Est-ce que vous vous retrouvez, monsieur Anziani, dans celui du gouvernement qu'on vient de présenter ? Oui, je crois qu'il y a d'abord au moins 2 points. Le premier point, c'est un point de procédure. Il faut aller vite. Il faut aller vite et bien. On ne peut pas rester dans le désert dans lequel beaucoup de victimes se trouvent aujourd'hui. Mais parce qu'aujourd'hui, les tribunaux annulent les poursuites en ce moment-là. On a eu des cas où, effectivement, devant le tribunal, la personne poursuivie est ressortie en souriant. Voilà. Je rappelle que plus de texte. C'est la suite de l'abrogation du texte précédent par le Conseil constitutionnel. Donc il faut aller vite. Donc il faut aller vite. Et bien. Oui. Et puis le deuxième point, je crois qu'il y a une source commune d'aspiration qui est la directive européenne. Au fond, refaire un texte, faisons-le aussi en prenant l'expérience communautaire, l'expérience de toute l'Europe, et faisons un texte qui puisse rassembler. Je crois qu'on va y aboutir. On va y aboutir. En fait, il y a le projet de loi
du gouvernement, les propositions, et puis tout ça, à un moment donné, va se retrouver dans un seul texte. Et j'espère que ce texte, d'ailleurs, fera l'objet d'un consensus. Il y aura toujours 2 formes de harcèlement sexuel, puisque c'est ce qui est prévu dans le texte. C'est un peu confus pour les féministes. Vous allez pouvoir vous expliquer votre réaction. D'abord, ces 2 formes de harcèlement sexuel, donc il y a d'une part des gestes ou des propos déplacés et répétés, et d'autre part, alors, une pression, alors, qui cette fois peut être unique, mais qui a pour but d'obtenir une relation sexuelle. Là, le distinguo n'est pas forcément évident. Alors, avant de peut-être rentrer dans la définition, les différentes définitions, ce que je voudrais dire en premier, c'est que c'est quand même positif qu'on ait eu un texte aussi rapidement, et ce qu'on a senti, nous, associations féministes, depuis l'arrivée au gouvernement, depuis le nouveau gouvernement, et dans notre travail avec le ministère des Droits des Femmes, c'est qu'il y a eu une vraie volonté de faire rentrer dans un texte et dans la nouvelle loi différentes formes de harcèlement sexuel. Pas plus qu'avant, c'est un thème consensuel, non? En tout cas, nous, on a discuté avec le gouvernement actuel. D'accord, bien sûr. Donc, logiquement, c'est la volonté du gouvernement actuel que moi, je peux analyser en tant que féministe. C'est vrai on que a ça a été senti mis une vraie volonté. La priorité était là, elle s'imposait à tout le monde. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que c'est un texte qui est encore compliqué, difficile à appréhender, notamment pour les victimes. Je crois que c'est très important que le droit de notre pays soit facile d'accès pour les citoyens et les citoyennes. Compliqué parce qu'on a l'impression que tous les cas de figure sont énumérés. Mais pour vous, c'est compliqué parce que... Alors, je pense que c'est possible de rédiger un texte qui envisage les différents cas de figure, mais qui, dans la rédaction, soit plus simple et plus abordable, à la fois pour nous, les associations, mais aussi et surtout pour les victimes qui vont devoir s'en prévaloir devant les tribunaux. Alors, la balle est dans votre camp, monsieur Anziani. Soyez plus simple, manifestement, c'est ce qu'on vous demande, plus explicite. Avec la difficulté, c'est que le Conseil constitutionnel a annulé le précédent texte parce qu'il était justement trop simple, d'une certaine façon. Bon. Il n'était pas assez précis. Il n'était pas assez précis. Alors, donc c'est compliqué. Il faut qu'on y arrive. Mais pour répondre à votre question, il y a plusieurs cas de harcèlement sexuel. Vous avez le cas quand même répétitif où le gars rentre dans l'entreprise, c'est souvent quand même dans l'entreprise, ça peut très bien être ailleurs, hein, et tous les jours à la même personne va dire vous êtes belle ma chérie, ou bien des termes beaucoup plus graveleux que cela. Bon, on voit bien quand même que là c'est insupportable et qu'on a une notion de harcèlement sexuel. Puis après vous avez le cas unique. Entretien d'embauche. Voilà. Et puis vous dites à la personne qui est en face de vous, eh bien, si vous ne couchez pas avec moi, vous n'aurez pas l'emploi. Ça, c'est une fois. Il le dit qu'une fois. Il faut aussi que ce cas-là entre sous la qualification de harcèlement sexuel. Et c'est le but. Alors là, je vous suis, c'est clair. C'est très vrai qu'il y a différentes formes de harcèlement sexuel. Nous, on le voit sur le terrain, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui doit être aussi amélioré dans le texte qui est en train d'être travaillé, c'est la hiérarchisation aussi, qui nous pose problème entre ces différents types de harcèlement sexuel, puisque le premier cas, agissement répété, c'est 1 an d'emprisonnement. Le deuxième, c'est 2 ans. Donc on a aussi une hiérarchisation entre ces différents cas de harcèlement sexuel. Entre le geste déplacé et puis la pression pour coucher avec une personne. Il n'y a pas forcément besoin justement de cette hiérarchisation-là. Et je crois aussi qu'on a une difficulté. Ce que nous on avait demandé, c'était aussi des plus grandes peines, que ce soit mieux puni. Aujourd'hui, pour exemple, jusqu'à 2 ans, 30 000 euros d'amende. Le vol, l'atteinte à la propriété, l'atteinte aux objets, est plus puni aujourd'hui que l'atteinte à la dignité d'une personne dans le cas du harcèlement sexuel. Donc c'est une hiérarchisation des valeurs qui quand même peut être interrogée, que nous on interroge. Et ce qu'on demande, nous, c'est qu'il y ait au moins 3 ans d'emprisonnement, par exemple, pour les différents types de harcèlement sexuel. Et en cas de circonstances aggravantes, on va pouvoir monter à 5 ans. Quand il y a des faits de harcèlement sexuel, ça a des conséquences, ça va avoir des conséquences extrêmement graves, par exemple sur les carrières des femmes qui démissionnent, qui sortent de l'emploi, qui derrière peuvent enchaîner des conséquences psychologiques aussi. Des conséquences psychologiques. Mais donc voilà, différentes conséquences qui doivent pouvoir être sanctionnées à une juste hauteur. D'accord. Alors des peines plus lourdes. Oui, mais je crois qu'on peut progresser sur tout point d'ailleurs, et en concertation avec les différentes associations, sur tous les points. Dans le texte aujourd'hui présenté par le gouvernement, qui sera soumis demain au Conseil des ministres, il y a la possibilité d'aller jusqu'à 3 ans dans ces cas. Puisque s'il y a des circonstances aggravantes, par exemple, s'il y a un harcèlement qui est fait en réunion, un harcèlement fait sur un mineur, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Non, mais moi je comprends tout à fait le fait que les associations se disent, bon, un vol, 3 ans, et puis un harcèlement, on commence par 1 an. Bon. Donc il faut qu'on peut réfléchir à tout ça. Après, la pratique des tribunaux, on sait qu'elle est différente. C'est-à-dire que rarement un vol atteint 3 ans. Et souvent, ça c'est aussi un problème de culture judiciaire, pour les harcèlements, souvent le harcèlement était puni d'une façon pas suffisamment, sans doute, exemplaire.
on voit beaucoup de harcèlement qui se termine par une amende. Bon, il faudra aussi qu'il y ait une culture judiciaire un peu différente, mais ça fait partie de la culture la judiciaire. Il pédagogie. faut que les femmes aussi l'acquièrent, parce qu'il y a assez peu de plaintes finalement qui sont Il y a déposées, me extrêmement peu de plaintes semble-t-il. qui sont déposées Très peu de pour le condamnations en harcèlement tous les cas, sexuel, quelques dizaines par pour an. l'ensemble des violences faites aux femmes, parce qu'en effet, on est dans des situations, notamment pour le harcèlement sexuel au travail, extrêmement difficiles, où les femmes sont dans une situation hiérarchique, parfois avec le harceleur. Elles sont sous la contrainte économique, puisqu'elles ont évidemment besoin de l'emploi pour vivre tout simplement. Donc c'est des situations extrêmement difficiles. Est-ce que ça peut concerner des hommes? Ça peut concerner des hommes, mais le harcèlement sexuel, dans l'immense majorité, ce sont des femmes qui en sont victimes. Je crois qu'il ne faut pas oublier le cas des personnes avec une orientation sexuelle différente. Et elles sont souvent victimes de harcèlement sexuel, où on a reçu par exemple les mouvements trans, donc transsexuels. Je veux dire, ils vivent dans une très grande souffrance. Et donc nous ne devons pas non plus les oublier. On est dans le dénigrement là. Tout à fait. Vous attendez donc beaucoup de ce débat parlementaire. Vous serez présente, bien sûr. Bien sûr. Pour On soumettra peser des sur amendements, les débats. En fonction du projet de loi définitif qui sera présenté demain au Conseil des ministres, on soumettra des amendements aux députés, aux sénateurs, sénatrices, pour que ça puisse être encore amélioré, c'est toujours possible. Et qu'est-ce que vous dites aux femmes dont les plaintes aujourd'hui sont restées lettres mortes? Alors, d'abord de contacter l'AVFT, qui est l'association spécialisée sur la question du harcèlement sexuel et du harcèlement en règle générale, une association qui pourra les aider à déposer une plainte. La chancellerie, la garde des Sceaux s'était engagée à faire sortir des circulaires, des notes pour que les dossiers, les plaintes qui soient déposées puissent être quand même poursuivis par les parquets sur d'autres infractions. Ce qu'on remarque dans les faits, c'est que c'est pas si clair que ça, que les instructions sont pas si claires que ça et qu'au final on a des parquets qui ne poursuivent pas. Donc les associations sont là pour les aider à passer ce cap délicat pour elles. Exactement. Alain Andiani, vous dites que vous inspirez bien sûr d'une directive européenne comme le gouvernement. Quel est le modèle en Europe alors en matière de vigilance et de répression du harcèlement sexuel? Le modèle, c'est de considérer qu'il y a harcèlement lorsqu'il y a un acte précis ou bien lorsqu'il y a la création d'un environnement humiliant pour une personne. Et la notion d'environnement est un peu difficile parce qu'en fait c'est une notion très anglo-saxonne, c'est la traduction. Mais je pense qu'il faut qu'on retienne quelque chose de cette nature. Vous pouvez faire l'objet d'un harcèlement simplement parce que des instructions ont été données à tous vos collègues pour par exemple ne pas vous parler. Donc silence, on ne lui parle pas à celle-là. Ça c'est un cas de harcèlement et un harcèlement sans doute par l'environnement. Ce que je voudrais dire, c'est que ce point-là, c'est un des gros progrès du projet de loi qui sera déposé demain. Le fait justement qu'il puisse y avoir harcèlement sexuel quand il y a atteinte à la dignité, création d'un environnement intimidant, dégradant, et sans qu'il y ait besoin forcément d'une intention d'aller jusqu'à la relation sexuelle. Ça, c'est un gros progrès du projet de loi qui sera déposé demain, je tenais à le souligner. Merci à tous les deux. Donc c'est un texte que l'on va suivre puisqu'il arrive début juillet au Sénat qui l'examinera en premier. Merci à tous les deux. La question du nouvelobs.com. Le Front National doit-il, selon vous, être représenté à l'Assemblée nationale? Vous avez répondu oui à 68%. À 22h, le prochain journal avec Sonia Mabrouk. À suivre un documentaire maintenant sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir. En 2005, Samsonite, fabricant américain de bagages, ferme son unique site français à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. L'usine, reprise par un constructeur de panneaux solaires, dépose le bilan 18 mois plus tard. Les salariés, licenciés sans indemnité, dénoncent une machination juridico-financière. Pas un seul panneau solaire qui a été fabriqué sur le site d'Hénin-Beaumont. Pas un seul. Donc c'était des panneaux solaires qui étaient apportés d'Allemagne pour faire croire au personnel qu'on pourrait en faire. Mais c'est pas vrai. Liquidation totale ou la longue bataille judiciaire de salariés contre un géant industriel, un documentaire d'Hélène Desplanques, samedi à 22h sur Public Sénat, suivi d'un débat animé par Élise Lucet.